Cuvée vieille vigne. Vous connaissez cette mention qui fleurit sur nombre d'étiquettes, cette promesse de vin profond, de vin élégant produit par des cèpes à l'âge canonique. Eh bien, le danger est grand aujourd'hui que nombre de ces vignes ne connaissent pas le statut de vieille vigne. Simplement parce qu'un vin de panique souffle sur le vignoble. Une gangrène qui fait penser au phylloxéra, ce puceron qui a éradiqué tout le vignoble français à la fin du XIXe siècle. Eh bien, nous allons interroger aujourd'hui des pratiques vertueuses qui laisseraient espérer que peut-être la vigne ne meurt pas et que peut-être on puisse faire souffler un coup de jeune sur les vieilles vignes. Pour interroger cette question, deux invités, deux libres buveurs, une libre buveuse d'abord. Michèle Aubéry, bonjour. Vous êtes une vigneronne emblématique avec votre domaine Gramenon. Et cette cuvée, la Mémé, cuvée que vous avez menée à l'état de centenaire. Donc vous allez nous raconter un petit peu quelles sont les pratiques qui permettent de faire perdurer la vigne. Et puis à vos côtés, Lilian Berillon, vous êtes vous pépiniériste. Alors c'est un métier que les gens connaissent assez peu, vous êtes pépiniériste viticole. En gros, vous fournissez les vignerons en cépage et vous venez de commettre ce livre, Le jour où il n'y aura plus de vin, avec Laure Gasparotto. Donc vous allez pouvoir nous raconter un petit peu quelles sont ces pratiques qui permettent de se projeter pour le futur de la vigne. Une première question. Il a été question il y a quelques années de légiférer sur ce terme de vieille vigne. Cette législation, cette possibilité de légiférer a été abandonnée, mais au final, comment est-ce qu'on pourrait résumer la chose? Qu'est-ce que c'est qu'une vieille vigne? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vieille vigne? Certains vous diraient que c'est une vigne qui a 20 ans, qui a 30 ans. Oui. Je pense que une vieille vigne, c'est une vigne qui a au moins 50 ans. D'accord. Voilà. Maintenant, les pratiques modernes, mais je crois qu'on va en parler, font que cet âge ne cesse de baisser. Hein, et donc, en effet, il y a un petit cri d'alarme pour faire en sorte qu'on redonne une définition des vieilles vignes et que dans l'avenir, on puisse envisager de construire un vignoble qui va durer 50, 60 ou 100 ans, parce qu'on a encore des vignes, et tu pourras en témoigner, des vieilles vignes qui ont plus de 100 ans. Alors, et justement, Michèle Aubéry, vous avez fait vos preuves, la cuvée Mémé, elle est dans le panorama depuis longtemps, elle est respectée des amateurs, vous avez su la mener vers cet âge canonique. Quelles sont les pratiques supposément vertueuses, et puis aussi quelles sont les pratiques qu'il faut éviter pour éviter que cette vigne ne meure de manière prématurée? Alors déjà, je pense que conserver une très vieille vigne sur un domaine, c'est d'abord l'aimer et avoir une vraie motivation, parce que là, on va oublier les rendements. On est d'accord là-dessus. Et on va oublier... Alors, quand on parle de rendement, oui. On parle du volume produit par une vigne sur un hectare. Voilà. Alors, quand on sait que nous, en Vallée du Rhône, pour être en appellation régionale, on est autorisé à faire 52 hectos. Nous, sur une vigne comme ça, quand on a fait 18 hecto-hectares, on est super contents. Et bon, voilà, nous avons acheté le vignoble avec mon mari il y a 40 ans. Et nous sommes tombés tout de suite amoureux de cette parcelle qui était vouée à l'arrachage et que nous avons remis en culture. Elle était vouée à l'arrachage parce qu'elle était supposément trop vieille? Trop vieille, trop peu productive et aussi pas adaptable à la machine à vendanger, parce qu'il faut penser à tout. Là, on sait que la disparition des parcelles de vieilles vignes, elle est due à des maladies, à des changements de matériel végétal. Mais tout ça, le but ultime, c'est quand même de transformer la viticulture en industrie. Et les pratiques changent dans ce désir d'être de plus en plus rentable, de rentabiliser, de mécaniser. Voilà, amortir les gros établissements viticoles qui vont recevoir la vendange. Voilà, donc on est complètement loin du travail d'artisan et on va soumettre le matériel végétal à la fois à des rendements importants, à une mécanisation, à des pratiques qui utilisent de moins en moins de professionnels, de vrais travailleurs de la vigne, de vrais ouvriers agricoles. Et tout ça, c'est malheureusement, ça s'accompagne d'un déficit de qualité et de facilité de vinification. Parce qu'il faut savoir que les raisins qui proviennent d'une vigne clonale, eh bien, ils sont beaucoup plus difficiles à vinifier que les raisins qui viennent d'une sélection massale ou qui sont eux-mêmes des très vieilles vignes. Alors, on est dans le vif du sujet. Clonal, massal, ça interroge déjà des choix, mais peut-être que Lilian, vous êtes le technicien à table, vous pouvez décrypter pour nous tous cette différence entre clonal et massal? Oui, alors c'est des termes en effet qui peuvent peut-être
paraître pour certains un peu barbare. Historiquement, depuis donc, la disparition du vignoble dans les années 60 et 1860 avec le phylloxéra, on a reconstruit ce vignoble avec des variétés qui existaient, des cépages qui existaient, et ce jusqu'en 1970. Jusque-là, jusqu'en 1970, les vignes étaient plantées à partir des cépages qu'on allait sélectionner dans la masse, sélection massale. C'est-à-dire qu'on allait choisir des individus qu'on reconnaissant comme étant plus intéressants que d'autres. Exactement, il y avait ces gestes qui étaient là, qui n'ont pas été oubliés à l'époque, qui étaient transmis de génération en génération, et les vignerons allaient regarder, observer telle souche, et voyaient que cette souche avait un bel état sanitaire, avait une belle récolte, et marquaient les pieds. Et ensuite, ils utilisaient ces bois, enfin, c'est des greffons, c'est la végétation. Donc on procède par greffe pour la reproduction. Exactement, et ils utilisaient donc ce bois, ils le greffaient pour faire des plantes de vignes. Donc ce qu'on entend dans ce que vous dites là, c'est que les pratiques ont changé. Alors, il y a une dimension clonale qui a été invitée dans la conversation. Exactement, et là, jusque dans les années 70. Dans les années 70, c'est ce que Michel disait tout à l'heure, on a eu un changement du paysage. Vraiment, on a modifié nos pratiques. Les vignerons ont changé leurs pratiques. Ils ont adapté le vignoble à la mécanisation, ce qui était une erreur, il fallait faire l'inverse. À mécaniser, il fallait adapter la mécanisation au vignoble, donc les tailles, les modes de taille. Et non pas changer le patrimoine végétal pour l'adapter à la machine. Voilà. Exactement. Et en fait, également, la chimie est arrivée. Et chez nous, les pépiniéristes, les pratiques intensives, dont le clonage. C'est-à-dire que le clonage, c'est un individu, un vieux pied, qui à l'origine est un vieux pied, par exemple un vieux pied de grenache, puisque la mémé est fait à partir de grenache. Une espèce d'étalon au final. C'est un pied qu'on a marqué, qu'on a sélectionné. Il y a tout un process de multiplication, c'est assez impressionnant. Et de ce pied, cet unique pied, on en fait des millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, quand la viticulture, que j'appelle la viticulture moderne, veut planter un clone de grenache, eh bien, à l'origine, c'est un seul individu qu'on a multiplié en millions d'exemplaires. Donc, en fait, on a quelques individus, et donc on a quelques clones. Qui ont colonisé la totalité du vignoble. Oui, c'est-à-dire qu'on a reproduit leurs talents supposés, mais aussi leur fragilité, j'imagine, leur faiblesse. Oui, le clonage, on sait ce que ça peut donner, et on n'a pas pris en compte l'évolution d'une climatologie, les techniques de culture qui ont changé, et du coup, on voit petit à petit ce végétal qui devient fragile. On a l'exemple avec les poulets, par exemple. On en a plein d'exemples. Les tomates, vous pouvez avoir des tomates, elles sont toutes belles. Vous en avez toute l'année. Il y a une capillarité entre l'univers du végétal, l'univers du vivant. Oui, exactement. Ah oui, tout à fait. Très bien. Alors, vous parlez de techniques culturales, etc. Vous, Michel, vous travaillez avec notre ami pépiniériste avec une grande proximité. Mais quand vous êtes dans la solitude de la vigne, lorsque vous taillez, est-ce qu'il y a des pratiques que vous avez mises en œuvre particulière pour arriver à aider cette vigne à s'épanouir et à durer dans le temps? Ah bien, alors le point capital, c'est quand même la taille. Ça, il faut être rigoureux et puis il faut anticiper sur l'avenir de la vigne, voir un petit peu qu'est-ce que c'est qui va lui être favorable. Moi, je pars du principe que si cette vigne centenaire est encore ici, c'est qu'elle est parfaitement adaptée. Donc, je vais aller dans son sens. C'est pas la peine que je fasse les apprentis sorciers, je sais pas faire. Et la taille va être respectueuse, on va éviter les trop grosses plaies pour se prémunir des maladies. En dehors de la... Parce que chaque plaie peut être une porte d'entrée pour la maladie. Voilà, c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'orienter? Il y a aussi un travail du sol, ça c'est imparable. C'est comme ça qu'on va toujours entretenir un enracinement profond et qui est vraiment le garant à la fois de l'expression de terroir, de la santé de la vigne qui va prendre en profondeur ce dont elle a besoin. Elle sera moins sensible aux gros changements climatiques, y compris la chaleur. Mieux armée. Voilà, c'est ça. La force de la vigne, elle vient dans sa racine. Il y a quelque chose qui interpelle tout ce que vous énoncez là, toutes ces pratiques-là. On pourrait les résumer sous un vocable qui serait le bon sens. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment, on aurait perdu certaines de ces pratiques-là? On a perdu de vue. Mais on peut même si on se laisse aller, on peut le perdre avec l'éducation de nos enfants.
Et je pense que la vigne, c'est comme un enfant. Il faut lui donner les bonnes indications. Il vaut mieux donner une indication quand l'enfant est petit que quand il a 20 ans ou 25 ans. Où le pli est pris. Oui, voilà, exactement. Et en fait, ce que tu dis, c'est essentiel. On construit un vignoble. On peut construire un vignoble comme on construit une maison. Et aujourd'hui, si on veut construire une maison sur du long terme, si on veut transmettre ce capital à ses enfants, ce patrimoine à ses enfants, il faut d'abord construire sur les fondations de la maison. Et les fondations d'une vigne, c'est le système racinaire. Vous voyez ? Donc il faut entretenir ce système racinaire, faire en sorte qu'il faut mettre en place toute une stratégie, d'accord ? Une méthode pleine de bon sens, d'accord ? En préparant ses sols, en laissant reposer ses sols. Et par exemple, je mets le pied dans ce que vous avancez là, vous avez parlé de traitement chimique. Est-ce que les produits phytosanitaires, les traitements chimiques peuvent empêcher cet enracinement ? Bien sûr, oui, tout à fait. On fragilise, quand on met de la chimie, on fragilise. Aujourd'hui, il faut vraiment laisser faire la nature, il faut réfléchir, il faut prendre le temps aussi. Les vignerons sont souvent pressés. On en parle dans le livre, les vignerons, parce qu'il y a pour des raisons économiques que je peux comprendre, mais voilà, il faut quand même, si on veut investir sur du long terme, il y a des obligations, d'accord ? Donc, il faut vraiment préparer les sols, ne pas mettre de chimie et faire en sorte que le système racinaire de la vigne s'implante. Et une fois que c'est bien implanté, une fois que les fondations de la vigne sont implantées, on abordera peut-être les problèmes des conditions climatiques qui évoluent. Quand vous avez plusieurs mètres de racines, faites-le, allez-y. Plusieurs mètres de racines, eh bien évidemment, vous avez tout votre système racinaire, vos fondations du vignoble qui sont installées durablement et qui craindront moins ces changements climatiques, ces sécheresses qui arrivent, etc. Et ça, parce que c'est simplement fondamental. les racines vont les piocher bien plus sûr. profondément et être plus hermétiques au stress hydrique, par exemple, en cas de sécheresse. Exactement. Alors, quand même, ce qu'on entend dans ce que vous dites, et l'un et l'autre, c'est qu'il faut se rappeler que le métier de vigneron, c'est un métier agricole, avec un temps agricole, donc un temps lent, pas plus d'une récolte par an. Pour autant, et c'est aussi ce que raconte votre livre, ce signal d'alarme, le temps presse. On a une maladie qui s'appelle l'ESCA, qui va toucher et qui touche déjà beaucoup de domaines, toutes régions confondues. Est-ce que c'est déjà une réalité qui a rattrapé le vôtre ? Oui, malheureusement, on est assez dépendant de cette maladie qui se développe même sur des plants jeunes. Donc, le cri d'alarme est justifié. Par contre, moi, je pense quand même... Nous, on affiche cette année 40 ans de culture respectueuse, donc jamais d'herbicides, jamais d'insecticides. Et biodynamie, on attaque la 12e année. Et je pense que ces pratiques-là permettent à la vigne aussi de développer des défenses immunitaires qui lui sont propres et la rendent quand même moins sensible à ce genre de maladies. Voilà. Donc un beau terreau de pratiques viticoles en règle générale, mais on a parlé de la taille tout à l'heure. Est-ce que vous avez des systèmes de taille qui sont dédiés à tel et tel type de cépage ? Par exemple, on a parlé de la Mémé qui est votre cuvée emblématique. On sait que c'est le cépage Grenache, la vedette absolue. Est-ce que vous êtes appliqué à développer des modèles bien spécifiques, peut-être pour endiguer cette maladie qui est l'ESCA ? Est-ce qu'il faut lier ces pratiques-là ? Est-ce que ça a une incidence directe sur le développement de la maladie ? Ah oui, je pense que justement, je parlais des plaies de taille. Souvent, ça se transmet quand on taille d'un plant à l'autre. Si on fait des trop grosses plaies, on peut transmettre cette maladie et qui se transmet même sans besoin de l'humain d'ailleurs. Il n'y a pas que ça comme maladie. On est aussi en ce moment aux prises, et Lilian le sait très bien, à la flavescence dorée, qui est très catastrophique et vraiment très péjorative pour l'avenir du vignoble. Il faut vraiment faire attention et prendre des mesures efficaces et réelles et pas très... Parce que malheureusement, beaucoup de vignerons s'en remettent à la chimie. Ils ne sont pas en bio, etc. Donc la chimie va tout régler. Mais c'est pas ça du tout. On est au bout du système là. Donc on a un épuisement. On a asservi la vigne, on l'a épuisée avec un certain nombre de pratiques. Et on l'a rendue très fragile et sujette aux maladies. Et d'ailleurs, vous voyez la flavescence dorée, on a remarqué que sur les parcelles plantées en clone, elle adore ça et elle vient beaucoup plus... Elle trouve un terreau favorable. Que sur les très vieilles vignes où finalement on est beaucoup moins attaqué. Très bien.
Alors si, si je peux me permettre, pour un complément d'information, cet état sanitaire, alors c'est une viticultrice qui en parle. Moi j'en parle dans le bouquin, on pourrait me suspecter de diverses choses, mais en fait, ce sont toutes ces observations que nous voyons dans les Côtes-du-Rhône, mais dans toutes les autres régions viticoles en France et en Europe. Il y a vraiment un état du vignoble qui se dégrade. Et il y a aussi une réglementation, on oublie souvent de parler de la réglementation, qui incite les vignerons, d'ailleurs on donne de l'argent à des vignerons pour replanter de la vigne. Et on donc c'est à ce moment-là, c'est un instant clé. Ah, c'est très important ça, voilà. Oui. Ça, pour moi, ces mesures ne sont pas adaptées à une viticulture qualitative. Je m'explique, c'est important. Pour moi, il y a deux viticultures que je respecte. Il y a une viticulture qualitative qui veut faire des grands vins, des vins de garde, etc. Et puis, vous avez une viticulture plus intensive, différente. Les rapports qualité-prix sont intéressants aussi, mais les vins sont souvent moins chers, etc. Et là, c'est là souvent, malheureusement, qu'on retrouve de la chimie. Eh bien, il y a un végétal adapté à cette demande. Il y a des techniques adaptées à cette demande. Vendange mécanique, par exemple, vous voyez. Et il y a des modes de taille qu'on adapte à cette viticulture-là, qui aujourd'hui doit comprendre et accepter qu'elle implante une vigne pour 15, 20 ou 25 ans maximum. Mais il y a une autre viticulture qui, elle, mise sur la qualité de son racinaire, parce que une jeune vigne peut donner bon, mais une vigne qui a 25 ans donne encore meilleur, parce qu'en fait, son système racinaire va aller puiser la richesse du sol, du terroir. Hein, on parle des vins de terroir aussi. Voilà, donc c'est nécessaire de miser sur du long terme. Nous, on a construit le développement de notre activité sur ce schéma, sur cette viticulture qui veut investir durablement sur le vignoble, mais il y a aussi cette autre viticulture. Et cette viticulture-là, on lui donne de l'argent pour arracher et replanter aussitôt. Donc elle doit s'interroger sur ces Pas de repos de sol. J'adore le sport. Si je fais un marathon, j'ai besoin de me reposer avant d'en faire un second. J'ai besoin de me reposer. Un terroir qui supporte une vigne 20 ans, 50 ans, 80 ans, a besoin de se reposer. Vous voyez? Et ça, c'est que du bon sens. Donc tout ce qui transpire de ce qui a été dit là, ce sont les notions de durabilité, de ne pas épuiser le patrimoine viticole. Et ce qui transpire en creux, c'est cette capacité de pouvoir transmettre, de pouvoir durer dans le temps. Je crois que Michel, vous êtes inscrit dans cette logique-là, puisque votre fils Maxime est intégré au domaine. Et c'est lui qui va poursuivre cette œuvre. Ouais. Si vous avez, vous, envie de poursuivre cette conversation, vous pouvez donc relire ou lire le jour où il n'y aura plus de vin, donc on lira avant qu'il n'y ait plus de vin, tant qu'à faire, vous trouverez les références sur notre site. Et nous, on va prolonger cet instant avec deux vins qui racontent deux histoires différentes, qui sont deux lectures de Gramenon, la Mémé et celle qui va lui succéder, c'est-à-dire des vignes beaucoup plus jeunes qui sont entrées dans la carrière. Eh bien, le verre de droite va proposer une dégustation assez originale, puisque c'est un plantier qui a 6 ans maintenant et exclusivement occupé par des plants que nous avons faits à Lilian et nous-mêmes. C'est une sélection massale de la Mémé. Alors, planté sur un des plus beaux terroirs du domaine, sa notion de terroir est très importante aussi pour la survie. Il y a une question d'adaptation. Et là, on est sur donc Grenache, on appelle ça les jeunes mémés chez nous. Et ce qui est amusant, c'est que quand on déguste en parallèle ce vin et le second qui est on va dire, c'est la mémé, c'est la grand-mère de cette vigne-là, eh bien, d'entrée, on peut percevoir des similitudes dans la trame. D'abord, la trame propre, un vin assez soyeux, tout en élégance, en finesse, et aussi dans on va dire la palette aromatique. On voit qu'il y a des... Bien sûr qu'on est dans la jeunesse, on est dans quelque chose qui est en devenir. Là, on est dans la grande maturité, la plénitude, avec une longueur qui est autant proportionnelle à l'enracinement. Mais c'est très prometteur. Et Maxime, lorsqu'il est venu travailler avec moi il y a maintenant 12 ans, eh bien, on était très angoissés. Qu'est-ce qu'on va faire de cette mémé? Il manque tellement de plants. On va être peut-être obligé un jour de l'arracher. Eh bien, on a rencontré Lilian qui a accepté de faire cet essai avec nous, tellement concluant. On a repiqué ces petits plants de sélection massale dans notre mémé. Et grande surprise, ça a donné énormément de jeunesse aux vieux plants
qui ont retrouvé de la vigueur, avec des petites jeunes autour d'eux. Tout ça se parle et ça a stimulé à la fois organoleptiquement, on a vraiment un changement dans la production et nous on est très heureux. Voilà. On en finira sur cette note ultra positive. Donc, parler de la vigne aujourd'hui, ça n'est pas obligatoirement tenir un discours mortifère. Vous pouvez prolonger ce geste comme nous, à la vôtre.